Bonjour tout le monde. Avant de plonger dans l'épisode du jour, petite mise en contexte. Jonathan prenait le micro récemment au podcast Hypercroissance pour parler d'intelligence artificielle. Et on pense sincèrement que cette discussion a le potentiel de vous apporter beaucoup de valeur. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Hypercroissance, c'est animé par Antoine chez J7 Media et le podcast aborde sans filtre les défis, les victoires de l'hypercroissance en entreprise. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à ce podcast présenté par OpenMind, où notre mission est de transformer l'IA et la technologie en gestes concrets pour vous aider à atteindre votre plein potentiel d'automatisation numérique. Et voici votre chef d'antenne, Renaud. Il y a des sondages en ce moment sur Polymarket sur qui va gagner la bataille de l'IA, etc. Et OpenAI est passé de littéralement 88% je vais gagner il y a quelques semaines à 5% maintenant. Ça semble être code rouge chez OpenAI suite à Gemini 3 qui est sorti. Donc, Sam Altman qui aurait dit à toutes ses troupes, là, il faut accélérer. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode de discussion d'affaires et c'est officiel. Jonathan a changé et finalement, il est passé du côté sombre de la force. Il a finalement adopté les outils de Google et il est venu tester Notebook LM et il veut nous parler un petit peu de comment que ça s'est déroulé de ton côté. Jonathan, on a hâte de t'entendre. Toi qui, soyons clairs, depuis le début, travaillais continuellement avec la suite Microsoft, mais là, tranquillement, tu es en train de tout bouger vers Google, que j'ai cru comprendre. Ah, peut-être pas tout bouger. Juste pour mettre en contexte, effectivement, chez OpenMind, tous nos outils sont basés sur le stack technologique de Microsoft. Par contre, au niveau de l'intelligence artificielle, dans l'utilisation au quotidien pour les tâches générales qu'on fait chez OpenMind, c'est OpenAI, ChatGPT, qui est loin devant depuis longtemps sur beaucoup de choses. Maintenant que je sais que de ton côté, tu es un grand fervent de Google, et là, ce week-end, je dirais même depuis plusieurs semaines avec les challenges IA qu'on fait, les cohortes IA chez OpenMind, j'essaie de regarder les autres outils, où Microsoft en est aujourd'hui, où est-ce qu'ils s'en vont. Même chose avec Google. Et là, on a fait un podcast ensemble, toi et moi, Antoine, il y a quelques journées de ça, concernant Gemini 3, qui me surprend, honnêtement, jusqu'à date, dans sa capacité autant de réfléchir comme un humain, d'interagir comme un humain et de faire des beaux créatifs, des belles photos. C'est complètement hallucinant. Si vous n'avez pas testé ça encore, allez tester, entre autres, le module de génération ou de modification de photos. C'est hallucinant. À chaque fois que je fais une démo à quelqu'un, les gens font « Mon Dieu, ça fait aucun sens, la capacité de l'IA sur ce niveau-là. » Maintenant, ce week-end, j'avais une tâche complexe à faire qui était de m'imprégner d'un document PDF très complexe avec du jargon que je n'avais pas envie de lire. Donc, c'est des nouvelles règles par rapport à Investissement Québec pour un type de crédit de subvention qui est propre à notre industrie. Et là, on s'est promis dans l'équipe de gestion de tous lire ce magnifique document de, je pense, 17 pages que probablement on a tous des fois ce feeling-là de lire une ligne d'un document puis d'être obligé de la relire 3 fois parce que la personne qui l'a écrit, on ne sait pas si c'est un robot ou s'il ne se comprenait pas lui-même, mais honnêtement, tu lis une ligne 3 fois et tu ne comprends pas. Là. C'est ce genre de document-là que je me disais, oh mon Dieu, fort, je me tape un PDF de 17 pages que je vais relire 3 fois, puis je vais arriver à la fin et je ne comprendrai pas plus ce que je devrais comprendre. Donc ça, c'était mon problème en fin de semaine. Et je me suis dit, pourquoi pas aller réessayer Notebook LM, un outil de Google qui m'avait très surpris dans le passé, dans les dernières semaines, derniers mois. Je pense, Antoine, toi aussi, tu l'as essayé de ton côté. Ouais. Notebook LM est très fort pour, prendre des notes ou d'amener des documents dans cet outil-là et on peut poser des questions à l'IA, puis il va vraiment se concentrer juste sur l'information qu'on lui a donnée ou les sources qu'on lui a données. Donc, ça a été un des premiers outils d'intelligence artificielle sur lesquels on pouvait cocher la case de quand on lui posait des questions, il invente peu ou pas du tout. Il est très factuel, il va aller donner les références à telle page, tel paragraphe, voici pourquoi je dis ça. Maintenant, il y a quelques mois de ça, Google avait sorti une fonctionnalité que, en un prompt, une requête, on pouvait demander à Google de nous créer un podcast. Et le podcast était vraiment surprenant. Antoine, je pense que tu l'as essayé. Donc, on peut, par exemple, moi, je pouvais prendre mon fameux document de 17 pages, mettre ça là-dedans et demander à Notebook LM de Google, fais-moi un podcast de 8 minutes pour me dire les choses intéressantes ou les choses pertinentes que je devrais savoir. Et on peut même influencer l'angle dans lequel le podcast devrait être. Fait que si c'est bon, je suis une business de tech, c'est un nouveau programme qui s'en vient de subvention, dis-moi ce que je devrais savoir et c'est quoi mes to-do, mes actions après. Et il génère le podcast et
Vraiment hallucinant. Là. On aurait dit que c'est deux humains qui se parlent ensemble. C'est super interactif. Ils se coupent la parole de temps à autre, mais d'une manière pas chaotique. C'est juste pour que l'attention soit là. Donc, je me suis dit, je vais aller dans Notebook LM. Je vais me générer un podcast audio. Je vais écouter ça pendant que je suis dans l'auto. Et probablement que ça va être plus pertinent que de mettre 30 minutes à lire le document. À ma grande surprise, en arrivant dans Notebook LM, il y avait des nouvelles fonctionnalités. Mhm. Et là, Antoine, je ne sais pas si tu les as vues, ces fonctionnalités-là, mais Mhm. maintenant, c'est possible effectivement de se faire un podcast audio. Mais il y avait un petit bouton à côté qui était générer une vidéo. Et là, je creuse un peu, je vois, il y a de créer un PowerPoint, un équivalent de PowerPoint, et il y a créé une infographie, donc un équivalent d'une page en visuel. Là, je me dis, écoute, je vais les essayer, voir ce que ça donne. Donc, j'ai lancé la demande à Google de me faire un vidéo, également un PowerPoint et une infographie. Antoine, j'ai été complètement jeté en bas de ma chaise en écoutant la vidéo. Il a créé à peu près 10 minutes d'explication avec des visuels et des graphiques que je pense que si un humain avait à faire ça, il m'aurait chargé probablement 5 à 10 000 Et les graphiques, les visuels, les animations qui sont là, c'est extrêmement pertinent. Il ne s'est trompé sur absolument rien. C'est comme si quelqu'un, un expert de ce fameux document-là, m'avait transmis après ça en visuel, en vidéo et en animation tous les éléments pertinents, les éléments nécessaires. Ça a accéléré énormément ma capacité de comprendre ce qu'il y avait dans le document et de retenir par la suite. Donc, ensuite, j'ai été voir si dans le PowerPoint, il y avait un petit peu plus de données. Et effectivement, il a été très, très, très précis. Honnêtement, je n'aurais pas fait un meilleur PowerPoint que ce qu'il a fait. Si j'avais une présentation à faire, honnêtement, j'aurais pris tel quel et j'aurais simplement pris chacune des slides et je l'aurais enseigné aux gens. Mais l'infographie à la fin, le one-pager, honnêtement, Google, wow! La capacité qu'ils ont de compresser de l'information, donc 17 pages de PDF, en une page visuelle, m'a complètement jeté par terre. Les éléments qui se sont retrouvés dans cette page-là étaient exactement les notions clés que je devais retenir, synthétisées visuellement, donc compressées visuellement d'une manière qu'un humain n'aurait jamais été capable de faire ça aussi précis. Et si, par exemple, Investissement Québec qui a fait ce document-là aurait voulu le faire, ça leur aurait pris des semaines à réussir à amener ça aussi on point, aussi visuel. Donc, la raison pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, c'est que moi, j'ai découvert ces fonctionnalités-là fin de semaine passée. Maintenant, dès que j'ai quelque chose de complexe en format texte, que j'ai besoin de m'abreuver, ou même un transcript d'un meeting que j'ai besoin de réécouter, je pense que je vais le prendre, je vais aller le mettre dans le notebook LM et je vais lui demander soit de me faire une vidéo, soit de me faire une infographie qui est un condensé, une compression visuelle des éléments clés. Et c'est gratuit. C'est ça qui est complètement hallucinant à l'heure actuelle. Là. Je pense que tu l'as essayé, Antoine, de ton côté? Ah, absolument. Et je pense que c'est un point également à rajouter à ce que tu viens de dire, c'est que littéralement, vous pouvez le voir comme, on pourrait dire, une technologie qui peut absorber n'importe quel type de document et finalement vous synthétiser une information, un petit peu comme Jonathan le dit, comme vous le désirez. Donc, vous pourriez peut-être, Jonathan nous mentionner d'un document qui vient de se dérouler, mais vous pourriez prendre littéralement les échanges que vous avez eus avec un client, les présentations que vous avez faites à une entreprise lors des 6 derniers mois, intégrer ça avec une notebook LM et ultimement avoir une réponse de ce qui s'est déroulé. Donc, je vois vraiment le tout comme un genre de cerveau qui peut devenir un peu ce que ChatGPT essaie de faire des fois avec des projets, mais si tu peux littéralement le construire via Notebook LM, et comme tu l'as dit, la manière qu'il peut te sortir de l'information, c'est assez fantastique. Je rebondis également sur Google, Jonathan, parce que ça passe un peu inaperçu, mais c'est assez impressionnant, leur indice boursier. Donc, j'invite les gens qui nous écoutent aujourd'hui à aller voir l'action boursière de Google dans les dernières semaines. Et même si on regarde depuis le début de l'année, l'action est en hausse de 65,68 %. Google, au moment où on se parle, a une valorisation boursière à 3,79 trilliards de dollars. Que ça, on pourrait dire ainsi. Et juste dans les dernières semaines, si vous regardez un petit peu la tendance depuis qu'ils ont lancé Gemini 3, on voit une croissance assez exceptionnelle de la valeur de l'organisation. Et j'ai littéralement l'impression que c'est un genre de tsunami qui est en train de se dérouler avec Google parce que là, quelques autres infos qui viennent de sortir littéralement dans les dernières heures. Donc, on enregistre le podcast le 9 décembre 2025. Donc, Google commence à annoncer à ses annonceurs, qu'on pourrait dire ici, qu'il va y avoir de la publicité à l'intérieur même de Gemini à partir de 2026.
Donc, l'idée est la suivante. C'est pas tellement surprenant que Google veuille intégrer de la publicité à l'intérieur de Gemini, mais moi, ce que ça m'amène à penser, Jonathan, et je pense que c'est un point de réflexion qui peut être intéressant dans cette fameuse guerre de l'IA, c'est de se dire, au moment où on se parle, Google a intégré une valeur à son Gemini 3. Donc, il y a un coût pour avoir accès à des fonctions avancées de Gemini 3 si vous n'êtes pas dans la suite Workspace et si vous voulez l'utiliser comme si vous utilisez ChatGPT avec un module payant. Mais ce n'est pas l'essence même de leur revenu. C'est du revenu additionnel, essentiellement pour liquider des coûts de token. Mais Google pourrait très bien, à un certain moment donné, quand ils s'aperçoivent qu'ils ont la meilleure IA sur le marché, de simplement rendre le tout gratuit, ouvert à tous. Et là, oui, en ce moment, on trouve ça drôle et on trouve ça OK de payer 20, 50, peut-être 100 dollars par mois ChatGPT parce que ça fonctionne bien. Mais du moment que c'est gratuit sur le marché, il y a des bonnes chances que ça puisse arriver d'ailleurs. Hein? Je pense que je suis pas un visionnaire de penser ça aujourd'hui. Je pense que c'est même un business case assez logique, même à faire pour une organisation qui imprime au-dessus de 100 milliards de dollars d'années en bénéfice. Il pourrait prendre ce pari-là de dire on rend notre technologie gratuite, on intègre la pub dans Gemini, et pendant ce temps-là, il risque d'y avoir un changement de force qui se met en place, ou est-ce que des gens qui trouvaient leur compte avec un ChatGPT, ben, finalement, sont capables de trouver leur compte avec un Gemini qui, ici, sera gratuit. Et c'est ça la grosse distinction, je pense, et c'est pour cette raison-là qu'on se pose des questions depuis un bon bout de temps de ça maintenant, comment qu'OpenAI arrive à rester autant numéro un. Eh bien, s'il y a quelque chose comme ça qui se met en place, là, ça va peut-être être compliqué pour eux parce que comparativement à Google, et on le dit plusieurs fois sur le podcast, ils n'impriment pas 100 milliards de dollars de bénéfices nets à l'année. Donc, je trouve que c'est des points qui convergent vers une réalité qui, selon moi, se dessine pour 2026. Un Gemini 3 qui continue à être meilleur en meilleur, comme tu l'as si bien mentionné avec Note LM, une intégration de la publicité à l'intérieur même de Gemini et peut-être même, littéralement, un Gemini 3 qui devient, ou même un Gemini 4 à un certain point qui deviendrait 100% gratuit, peu importe le volume de requêtes que tu lui demandes à suivre, mais j'ai l'impression que ça ferait du sens pour Google de faire ça. Est-ce que Google vient de peut-être sauver OpenAI en indiquant ça? Parce que le gros problème d'OpenAI, c'est qu'ils auront, je pense, pas le choix éventuellement de mettre de la publicité pour monétiser les coûts d'infrastructure qui sont complètement hallucinants en arrière, la puissance de calcul qu'ils doivent, à l'heure actuelle, subventionner un petit peu pour tout le monde. Et ils n'ont pas d'autres sources de revenus, ils n'ont pas d'autres sources de profit. Donc, c'est inévitable, je pense, pour OpenAI d'arriver avec un modèle avec des publicités. Maintenant, s'ils sont les premiers arrivés avec ça, ils vont mal paraître, ils vont perdre des usagers. Mais si Google vient de dire qu'ils vont le faire, eh bien là, ça laisse carte blanche à OpenAI de le faire aussi. Ça, c'est intéressant. Donc, je pense que ce mouvement-là de Google va favoriser OpenAI au final. Ça va être intéressant à regarder. Le danger, je crois, par contre, avec OpenAI, c'est que 80, peut-être même 85% de leurs revenus proviennent du consommateur avec leur abonnement à 20 dollars par mois, comparativement à d'autres modèles qui sont capables de vendre une grande partie, qui font une grande partie de leurs revenus avec le partage de l'API et autre chose. Donc, le consommateur, et tu le sais, Jonathan, c'est de loin, on pourrait dire, le client le plus fragile sur le marché. Il n'a pas nécessairement de loyauté à un endroit ou à un autre, comparativement à une entreprise, que ça peut être beaucoup plus compliqué de bouger sa technologie d'un endroit à l'autre. Donc, si c'est monsieur et madame tout le monde qui génèrent les profits d'OpenAI, je pense que c'est pour cette raison-là que c'est un modèle d'affaires très fragile présentement, OpenAI. Donc, à suivre, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la dernière fois qu'on va parler de Google dans les prochaines semaines. Oui, je pense que tu as peut-être vu aussi les nouvelles passer dans les dernières journées. Ça semble être code rouge chez OpenAI suite à Gemini 3 qui est sorti. Donc, Sam Altman qui aurait dit à toutes ses troupes, là, il faut accélérer. On devrait, je pense, à l'heure où ce podcast-là va sortir, là, entre le 9 décembre et ça risque de sortir le 11 décembre, probablement GPT 5.2 va être sorti. Ouais. Donc, tout le monde est en mode panique chez OpenAI pour essayer de rattraper un petit peu Gemini 3, du moins de rivaliser un petit peu plus coude à coude au final. Fait que ça va être intéressant à suivre là-dessus. L'autre sujet que j'aimerais t'amener, Antoine, aujourd'hui, c'est un peu la perception et l'opinion que j'ai à l'heure actuelle de Microsoft, de où est-ce qu'ils s'en vont devant nous. À force d'accompagner des entreprises au niveau de l'intégration de l'intelligence artificielle et d'avoir fait les challenges et les cohortes IA qu'on fait chez OpenMind, les gens nous disent, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec Copilot de Microsoft? Parce que beaucoup de monde, comme nous, on est avec Microsoft pour nos courriels, nos calendriers, nos contacts, donc la suite de base équivalente Office. Et là,
tout le monde est OK, mais qu'est-ce que je peux faire avec Copilot? On fait des démos d'OpenAI, ChatGPT, de Gemini, mais pourquoi qu'on n'a pas de démo tant que ça de Copilot? J'ai creusé beaucoup dans les dernières journées pour voir où on en était chez Microsoft, où est-ce qu'on s'en va. Puis je pense qu'il y a des choses intéressantes qui, pour les entrepreneurs qui nous écoutent ou les gens en affaires aujourd'hui, j'ai fait des bonnes découvertes dans les dernières journées à ce niveau-là. Ma perception, il y a au-delà de 2 semaines, c'est que Microsoft allait prendre probablement un 18 à 36 mois avant de rattraper le reste du marché. Ils sont à la traîne, ils sont vraiment en arrière. Tu sais, aujourd'hui, Copilot est bon pour enregistrer des rencontres, faire des résumés de rencontres, prendre les to-do automatiques, chercher dans les courriels, aller chercher un peu d'informations dans les SharePoint, en autant que c'est pas trop loin dans les différents niveaux de SharePoint et que la sécurité le permet aussi. J'ai testé dans les dernières journées, il y a 3 semaines et demie de ça, Microsoft a lancé des nouveaux modules qui s'appellent Workflow et également les modules People, donc Microsoft Workflow et Microsoft People. Si vous y avez accès dans votre Microsoft Copilot, je vous invite à aller le tester. Il faut l'activer. C'est des modules bêta. Bêta chez Microsoft, ils appellent ça Frontier pour rendre ça simple là, à la Microsoft de changer tout le temps les noms et faire ça compliqué. Maintenant, qu'est-ce que ça mange en hiver? Workflow, en réalité, c'est qu'on peut discuter avec l'IA pour lui demander de créer des automatisations à l'intérieur de l'écosystème Microsoft. Donc là, on peut lui dire, par exemple, chaque matin, va voir l'ensemble de mes courriels non lus, fais-moi un résumé et envoie-moi ce résumé-là dans Microsoft Teams. Ou à midi, envoie-moi une notice sur mon téléphone via Teams si j'ai des courriels urgents que j'aurais dû répondre ce matin. Ou je pourrais lui dire verbalement, à chaque fin de semaine, à chaque fin de la semaine, envoie-moi un courriel avec les 5 choses que je suis peut-être en train d'oublier cette semaine ou les 5 choses stratégiques que je devrais faire la semaine prochaine. Avant, ça, il fallait le faire manuellement dans Copilot Studio ou dans Power Apps, qui est honnêtement vraiment un cauchemar et que ça fonctionne vraiment pas tout le temps bien et ça brise souvent. Là, ils ont l'air de vouloir mettre une couche supplémentaire où on peut discuter en langage humain pour créer ces automatisations-là. C'est très prometteur. Maintenant, les tests que j'ai faits, j'ai été quand même déçu, mais ils avancent à une vitesse que j'ai vraiment sous-estimée. Ils ont également travaillé sur Microsoft Copilot Studio et la version légère de Copilot Studio. J'ai vu quelques démonstrations et honnêtement, ça bouge, ça va vite. Donc, je m'attends dans un 6 à 9 mois qu'il y ait vraiment des beaux cas concrets, au-delà de résumer des meetings, au-delà d'aller chercher des informations dans un SharePoint, qui vont être faisables à l'intérieur de l'écosystème de Microsoft. Et je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer. Donc, les modules Workflow, les modules People, et un bout qui, aujourd'hui, je voulais partager, qui m'a complètement jeté par terre, que je n'avais pas vu encore, et je pense que ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel dans nos organisations. Dans l'environnement de Microsoft Copilot, il y a moyen de créer des agents autonomes. Puis là, je vous explique qu'est-ce que ça veut dire en français, puis un exemple réel. Là. C'est qu'il y a moyen de créer une entité, un objet qui existe réellement dans le monde virtuel de l'organisation, qu'on peut appeler de n'importe où, qui va avoir sa propre personnalité, ses propres connaissances et ses propres instructions. Je donne un exemple concret. Si vous faites des PowerPoint, nous, on a un problème chez OpenMind de standardiser les PowerPoint, que ce soit toujours le bon visuel, la dernière version du logo, la bonne mise en page, c'est toujours un bordel. Même chose dans les documents Word. Il y aurait moyen, aujourd'hui, je ne l'ai pas testé, mais s'il y en a qui nous écoutent, qui le testent, faites-moi signe pour dire si ça fonctionne bien, de créer un agent qu'on pourrait appeler Billy PowerPoint. Ça, ce serait son nom. Et de n'importe où ce que je suis, par exemple, dans PowerPoint, je peux ouvrir mon module Copilot à droite, faire /Billy PowerPoint. Donc là, il appelle l'équivalent d'un humain qui a une tâche précise. Et si on a programmé Billy PowerPoint, que lui, sa tâche, c'est qu'il connaît tous les guides de style visuel d'un PowerPoint, qui connaît toutes les règles à suivre et qui sait quelles sont les étapes et les quoi faire et quoi ne pas faire pour remettre beau un PowerPoint. Mais on pourrait faire /Billy PowerPoint, aide-moi, remets mon PowerPoint à jour et mets-le beau. Et lui, automatique, il va prendre contrôle de PowerPoint et il a toutes ces informations, toutes ces instructions pour agir pareil comme si c'était une personne au marketing qui était habituée d'en faire et il va exécuter le travail. Et là, on peut donner à cet agent-là des accès. Fait que si, par exemple, vous créez un agent qui s'appelle Bob Finance, Bob Finance, on pourrait dire connecté au système comptable. Puis je pourrais, à partir d'un document Word, faire /Bob Finance et lui dire sors-moi les informations à ce moment-là des derniers états financiers, si Bob a accès à ça, si on lui a donné individuellement. Et je pourrais lui dire crée-moi un tableau visuel du cash flow et peut-être, mettons, de l'encaissement des comptes à recevoir.
Et si on a donné à cet agent-là virtuel accès aux données, bien, il va le faire dans l'outil qu'on veut. Fait que je pourrais appeler ce même agent-là dans mes courriels. Je pourrais appeler ce même agent-là dans Teams. Je pourrais appeler ce même agent-là dans Excel ou dans Word ou dans PowerPoint ou dans un autre module de Microsoft. Et c'est là, je pense, la force qu'il ne faut pas sous-estimer des Microsoft de ce monde ou ces Google-là. Ils ont notre infrastructure de documents, de courriels et calendrier. Et là, on peut lancer des agents là-dedans. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver les subventions dont vous avez le droit et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance. Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là, récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 250 000 $. Mais attention, sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et qui a des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10 % de rabais quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour à l'épisode en cours. C'est ce que j'allais dire, Jonathan. Je suis même en train de penser, de réfléchir un petit peu sur un 12 à 18 mois. Dans quel monde on pourrait dire un agent IA relié au travail va pouvoir vivre s'il ne provient pas de notre workspace, de notre environnement de travail? Et c'est vraiment là que je pense que tout est en train de converger. Après, attention, ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle ne sera pas utile à l'extérieur de notre environnement de travail. C'est simplement ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils vont avoir une utilité différente. Le meilleur exemple, c'est avec Claude et Anthropic. Ben, eux, ils l'ont dit clair, net et précis. Ils se concentrent, au moment où on se parle, vraiment sur le code gen, donc aider les organisations à coder. Ils sont spécialisés là-dessus, donc ils ne vont pas venir jouer dans toute l'infrastructure d'environnement de travail comme un Google ou un Microsoft est en train de le faire. Mais dans ce que tu viens de mentionner, je pense que ça va être un cas peut-être même numéro 1 de l'IA pour les travailleurs dans le domaine du savoir. Je vois difficilement comment un ChatGPT ou un XAI pourrait venir compétitionner dans un environnement de 12 mois quand tout va commencer vraiment à converger et prendre de plus en plus de vélocité à l'intérieur même de l'environnement de travail parce qu'un cloud en soi risque bientôt de s'appeler un cloud IA ou peu importe le terme qu'on lui donne, là, c'est simplement pour donner l'image derrière tout ça. Mais j'ai l'impression que ça va simplement devenir une suite logique et c'est pour ça que je dis depuis très longtemps à mes équipes que là, en ce moment, on utilise ChatGPT parce qu'ils sont en avance sur beaucoup de choses. Mais si on reste sur la suite de Google Workspace, les chances qu'on transige vers Gemini sont excessivement élevées pour des raisons évidentes. Ils vont avoir accès à l'entièreté de notre écosystème, comme tu l'as mentionné, les emails, les documents, les présentations PowerPoint, etc. Donc, je pense que ça devient même une évidence que les environnements de travail vont devenir vos agents IA de travail très, très bientôt, Marc. Ben, si on a la logique de déployer l'équivalent d'un collègue numérique qui va avoir sa propre entité et sa propre capacité de naviguer dans notre écosystème, effectivement, si on le fait dans l'écosystème de Microsoft ou Google, ben, une question de sécurité qui est beaucoup plus simplifiée, question de fluidité. Maintenant, tout ça dépend à quel point Microsoft et Google vont être capables de faire des outils qui sont faciles d'utilisation. Jusqu'à là, ils m'ont jamais épaté comparativement aux outils externes par exemple, N8N, mais je les vois accélérer rapidement et je vois surtout que là, ils ont toujours été très mauvais, hein, Microsoft, pour faire des beaux interfaces qui sont simplifiées et simplifier le flow. Maintenant, si on parle en langage humain,
avec le système de l'autre côté. Ils n'ont plus besoin d'être des champions de l'interface. C'est ça qui, je pense, va changer la game devant nous qu'il faut surveiller. Juste pour terminer là-dessus, j'ai vraiment l'impression que je serais curieux d'avoir quelqu'un qui me ferait l'argument inverse, de me dire comment l'environnement de travail ne va pas gagner la bataille dans un cas comme ça. Et je pense que après, c'est juste une question de se dire où est-ce qu'un ChatGPT va positionner par rapport à ça. Il y a des millions de possibilités, mais j'ai l'impression que l'environnement de travail, l'extension même de nos emails, l'extension même de nos présentations, l'enregistrement de nos rencontres, etc., tout ça va s'intégrer dans quelque chose qui va être uni et ne sera pas séparé entre 2 ou 3 LLM. Et c'est même, je dirais même, une des raisons, je pense que je n'avais pas pris la possibilité de connecter le Drive avec ChatGPT. J'ai l'impression que c'est là que tu sens qu'il y a une cassure un peu à certains endroits. Là. Puis les connecteurs sont là présentement dans ChatGPT Ils sont pour là, se connecter à Google Drive ou à OneDrive. Et honnêtement, c'est horrible. C'est complètement horrible. Ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas, honnêtement. À chaque fois que tu lui demandes quelque chose, il n'est pas capable d'aller assez loin. Il est super lent. Il ne voit pas grand-chose. Il n'y a pas une vue d'ensemble. Les fichiers ne sont pas tout indexés. Donc, ils ne peuvent pas gagner, je pense, sur cette bataille-là. Maintenant, si moi, j'étais dans une compagnie similaire à la tienne, dans les souliers, où on est déjà beaucoup sur Google, je viens de voir Gemini 3 qui vient de sortir, j'utilise OpenAI. La fonctionnalité qui me bloquerait présentement de tout dire à mon équipe, on s'en va sur Google et sur Gemini, c'est, contrairement à ChatGPT, là, c'est la capacité de converser avec l'IA, pareil comme on en avait parlé. Il manque ça dans l'écosystème de Google. Et il manque ça dans l'écosystème de Microsoft. Les deux sont affreux présentement pour parler avec. On a l'impression de parler avec quelqu'un qui ne nous comprend pas, puis qui oublie un mot sur deux, puis qui a de la misère, qui nous interrompt ou qui n'embarque pas quand il faut. OpenAI a réglé ce problème-là. Maintenant, 2 mois, 3 mois, 4 mois avant que Google et Microsoft arrivent là, ça va être intéressant, je pense, tranquillement, de transiger. Oui, exactement. Donc, une chance qu'OpenAI n'est pas à la bourse aujourd'hui parce qu'on se poserait des questions sur nos investissements, je pense. Non, mais allez voir sur Polymarket, c'est assez impressionnant. Il y a des sondages en ce moment sur Polymarket sur qui va gagner la bataille de l'IA, etc., qui va être numéro 1. Et OpenAI est passé de littéralement 88 je vais gagner il y a quelques semaines à 5 maintenant. C'est assez impressionnant parce que je pense que et tu vois, j'ai écouté un podcast, je ne me rappelle pas c'est quel podcast dans la dernière semaine. Il mentionnait un truc tellement intéressant, Jonathan. La meilleure chose qui est arrivée à Google dans les 5 dernières années, c'est l'arrivée de ChatGPT. Pourquoi? Parce que ça les a obligés à retourner vraiment en mode startup. Ça l'a enlevé également la lumière sur leur organisation parce qu'ils étaient numéro 1, ils avaient le monopole. Tout a été basculé vers OpenAI. Ils se sont retrouvés en mode on est numéro 2, on doit faire le travail nécessaire pour rattraper où est-ce qu'on a laissé des plumes. Il y a eu le retour du cofondateur Sergey Brin et ça les a réveillés. Et quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, maintenant, ils sont en voie d'être un joueur, ou du moins d'être un joueur très important dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça, c'est clair. Et ce qui est complètement ironique là-dedans, c'est grâce à Google qu'OpenAI est ce qu'il est aujourd'hui. Tout ça remonte à un papier, un fameux paper que Google a publié publiquement qui s'appelle « Attention is all you need ». Donc, Google avait investi en recherche au niveau de l'intelligence artificielle. Ils ont mis disponible au public le résultat de leur recherche. Et le concept de l'attention, c'est ce qui a vraiment allumé un son de cloche chez OpenAI pour amener la technologie au prochain niveau. Si ce n'était pas de ça, OpenAI ne serait pas ce que OpenAI est aujourd'hui. Puis l'IA générative ne serait pas au niveau auquel on est aujourd'hui. Donc, c'est quand même ironique et spécial qu'il y a 1 an ou 2, on se dit Google est menacé à cause d'un papier que Google avait mis en place. Mais aujourd'hui, ils ont bien exécuté en stratégie et ils reviennent encore, je pense, plus fort pour la suite de l'épisode au niveau de l'intelligence artificielle. Jonathan, autre chose avant que je te laisse filer. 2 petites stats rapides que peut-être certains seraient intéressés à entendre en entreprise. Il y a un rapport à chaque année qui sort qui est The State of Gen AI, donc l'état au niveau de l'IA générative. C'est un questionnaire qui est envoyé à plusieurs entreprises sérieuses. L'étude vient de sortir il y a quelques jours. Je vous invite à, si vous voulez aller le lire, c'est sur le site de Menlo Venture. La stat, c'est important là-dedans que je pense qu'il faut transmettre aux gens qui nous écoutent en entreprise. C'est la vélocité à laquelle l'argent commence à être investi d'une entreprise, de nos entreprises, vers l'utilisation de l'IA générative comme on la connaît aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde veut de l'IA. Si on arrive à la
l'année de sortie de ChatGPT, fin 2022-2023, c'était pratiquement $0 que les entreprises dépensaient en IA générative. Si on regarde à ce moment-là, en 2023, on est passé de 0 à 3,2 milliards US. L'année suivante à 11,5, donc on a fait x3. Et cette année là, qui se termine en 2025, on va être passé de 11,5 à 37 milliards, donc encore un x3 en un an. Si la tendance se maintient, et je pense qu'elle va s'accélérer, on va dépasser le 100 milliards ou même peut-être le 200 milliards en investissement en IA générative dans nos entreprises pour vraiment amplifier nos humains, aller plus vite, mieux faire les choses au final. Donc, c'est du jamais vu à date dans toute l'histoire du développement logiciel ever qu'il y ait une aussi rapide croissance de l'investissement. C'est du jamais, jamais vu. Donc, il y a vraiment quelque chose que les gens commencent à regarder et à mettre des sous là-dedans pour s'élever, amplifier leurs humains, aller à la prochaine étape grâce à l'IA générative qui fait que répliquer des capacités que seul l'humain avait avant. Donc, question pour vous dans votre organisation, combien vous mettez en investissement au niveau de l'IA générative? Et dans ce rapport-là, il montre également le pourcentage que les gens achètent des solutions existantes et le pourcentage qu'ils développent des solutions un peu plus adaptées à leurs besoins. Donc, super intéressant rapport que je vous invite à aller voir. Dernier petit item qui est sorti également, c'est EY qui a publié également un rapport sur l'intelligence artificielle. L'enquête qui vient de se terminer, qui a été publiée là, début décembre, 96% des entreprises qui investissent dans l'IA déclarent des gains de productivité et que la majorité de ces gains-là sont réinvestis en recherche et développement, cybersécurité, montant en compétences et nouvelles capacités de l'IA. Maintenant, stat qui est d'un côté positif et d'un côté négatif, il y a seulement 17% des entreprises qui disent que ça réduit leur effectif. Donc, c'est positif dans un sens que j'aurais pensé que ça aurait été plus élevé que ça, puis que les gens, malheureusement, il y aurait plus de gens qui perdraient leur travail au final. Mais de l'autre côté, à calculer aussi dans notre ROI, quand on intègre l'IA dans notre organisation, c'est pas toujours évident de dire que ça va réduire la masse salariale au final. D'un côté, ça peut être positif pour l'entreprise, mais plus négatif pour la société en général. Donc, je pense que l'attrition de postes ou la fermeture de postes, elle est un peu moins rapide que ce que je m'attendais. Ça va être intéressant de suivre le rapport l'année prochaine. Ça risque de s'accélérer devant nous au final. Donc, voilà deux petites stats intéressantes. Ça vient de EY, Ernst & Young, disponible directement sur leur site web, leur rapport sur l'IA générative 2025. Jonathan Léveillé est toujours autant informé. On adore ça sur le podcast Hypercroissance. Je te remercie, Joe, pour ces bonnes informations. J'espère que les gens qui nous écoutent auront aimé la discussion et on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance. Comme toujours, si ce contenu vous a plu et que vous croyez qu'il a le potentiel d'aider quelqu'un de votre entourage, prenez un moment pour partager l'épisode sur Spotify, Apple, YouTube, on est partout. Et bien sûr, si vous avez une question, un sujet à proposer ou si vous voulez simplement aller plus loin dans votre chemin d'optimisation numérique avec ou sans l'IA, écrivez-nous à podcast@openmindt.com.